L'anime commence dans une chambre royale. Un prince de 16 ans du royaume de Natra nommé Ouin. Il est accompagné de Ninim, une fille aux cheveux blancs qui est sa conseillère et sa garde du corps personnel. 4 hommes étaient devant eux, qui étaient des hauts fonctionnaires de son royaume. Ils avaient tous une réunion, et les fonctionnaires ont relayé les nouvelles de l'ambassadeur impérial que l'empereur était mort. Les responsables ont déclaré que la nouvelle provoquerait un conflit entre d'autres royaumes pour se battre pour le siège impérial vacant. Mais Ouin ne semble pas se soucier des conflits en dehors de son royaume. Il avait l'air confiant et a dit aux fonctionnaires de se concentrer davantage sur la prise en charge des affaires au sein du royaume. Les fonctionnaires qui ont entendu cela ont été étonnés de le voir, qui était si sage, et ils étaient sûrs que le prince Ouin apporterait la gloire à leur royaume. Cependant, ce n'est qu'après que les officiels royaux ont quitté la pièce que la vraie nature de Ouin a émergé. Il a crié pour exprimer ses sentiments. Il a dit qu'il voulait vendre son royaume, ce qu'il pensait être sans espoir. La scène montre alors le royaume de Natra, situé à l'extrémité du continent. Le royaume a un printemps court, tandis que l'hiver est très long. Son état naturel n'est rempli que de champs arides et de montagnes rocheuses, il est donc difficile de l'utiliser comme terre agricole. De plus, la population n'atteint pas les 500 personnes, il est donc difficile pour Ouin de faire progresser son royaume en raison du manque de ressources. Enfin, Ninim a rappelé à Ouin de ne pas montrer sa nature enfantine. Il s'est avéré qu'il aimait se plaindre de son lourd devoir en tant que chef de son royaume. Il a l'intention de renforcer son royaume juste pour que son royaume ait une valeur plus élevée lorsqu'il est vendu, puis il pourra se retirer en paix. Soudain, la petite sœur de Ouin, Falania, entra dans sa chambre. Elle est venue lui dire que l'état de leur père s'était amélioré. Elle voulait apparemment emmener son père faire une promenade hors du royaume. Cependant, son souhait a été rejeté par Ouin pour des raisons de sécurité. Parce que le royaume voisin, le royaume de Marden, a l'intention d'attaquer leur royaume et peut venir à tout moment. La scène montre ensuite une carte montrant le royaume de Natra et le royaume de Marden. Au début, les royaumes de Natra et de Marden avaient de bonnes relations. Ensuite, le royaume de Marden a trouvé des ressources en or sur son territoire et a fait commencer l'économie du royaume à se développer rapidement. Cependant, cela a poussé les fonctionnaires royaux à commettre des actes de corruption et à commencer à envahir d'autres royaumes faibles pour obtenir des ressources, y compris le royaume de Natra. Ouin a ajouté que son royaume actuel n'avait pas l'argent pour embaucher un puissant guerrier de l'Empire et n'avait que des troupes royales ordinaires. Mais, selon Falania, les troupes royales avaient un esprit combatif élevé. Ils ont même juré qu'ils se battraient jusqu'à la mort sous la bannière de Ouin. Malheureusement, Ouin n'aimait pas voir l'esprit de ses propres troupes royales. Il s'est avéré qu'il avait déjà pensé aux coûts élevés de la guerre et qu'il était réticent à dépenser de l'argent du trésor royal. Soudain, Falania a tenu la main de Ouin et a souhaité à son frère aîné une victoire au combat. En entendant cela, il se sentit mal pour sa petite sœur, et il décida finalement d'affronter le royaume de Marden et se rendit directement sur le champ de bataille. En fait, son véritable plan était d'attaquer brièvement puis de faire la paix pour réduire les dépenses du royaume dues à la guerre. La scène se transforme alors en un désert aride avec des collines rocheuses qui deviennent un champ de bataille entre le royaume de Natra et le royaume de Marden. Ouin a été vu sur son cheval. Il regarda les troupes ennemies, qui totalisaient 7000, tandis que sa propre armée royale comptait 6000 personnes. Puis, il se tenait devant son armée. Il regarda ses troupes, qui avaient l'air nerveuses parce que c'était leur première bataille. Puis, il a prononcé un court discours avant de commencer la guerre, et il s'est avéré que son discours pouvait brûler les esprits de ses soldats, qui semblaient auparavant nerveux. D'un autre côté, les généraux de guerre du royaume de Marden firent de même devant ses troupes, qui semblaient mieux préparées que les troupes du royaume de Natra. Peu de temps après, la bataille entre eux a commencé. Ouin avait organisé une stratégie et ordonné à ses troupes de se concentrer sur la défense et de s'appuyer sur des contre-attaques. Comme il l'avait prédit, les troupes du royaume de Marden ont attaqué par le milieu. Cependant, il a été un peu surpris par les conditions sur le champ de bataille car ses soldats ont réussi à se retenir et ont plutôt réussi à supprimer les troupes du royaume de Marden. D'autre part, les capitaines des troupes du royaume de Marden ont alors rapporté à leurs généraux que leur équipe avait perdu face aux troupes du royaume de Natra. Pendant ce temps, le général du royaume de Natra fit son rapport à Ouin et déclara que les troupes du royaume de Natra avaient réussi à repousser le royaume de Marden. Cela a été possible grâce à Ouin, qui avait auparavant envoyé les troupes du royaume de Natra s'entraîner avec les guerriers de l'Empire, qui étaient les troupes les plus puissantes du continent. Les troupes du royaume de Natra ont des techniques de guerre supérieures aux troupes du royaume de Marden. Ouin lui-même ne pensait pas que sa décision en fait superficielle pouvait obtenir de bons résultats à ce moment-là. Mais il semble que l'esprit combatif des troupes du royaume de Natra ait commencé à se relâcher jusqu'à ce qu'elles puissent être repoussées par les troupes du royaume de Marden. Car même s'ils excellent dans les techniques de combat, leur mentalité n'est pas encore totalement préparée pour affronter l'atmosphère d'un champ de bataille féroce. En entendant cela, le général des troupes du royaume de Natra a conseillé au prince Ouin de se retirer du champ de bataille, et il a accepté. Mais il a atteint les oreilles de l'ennemi, et le général de l'armée du royaume de Marden n'a pas perdu l'occasion de viser le chef du royaume du prince de Natra. En fait, les généraux du royaume de Marden sont descendus directement pour chasser Ouin et avaient l'intention de le tuer. Mais Ouin l'avait déjà prédit et avait préparé une armée de soldats archers en embuscade dirigée directement par son conseiller, Ninim. Le général du royaume de Marden,
qui n'était pas préparé à la présence des troupes, fut choqué et paniqué. Il a été blessé alors que ses troupes semblaient en plein désarroi. Dans le même temps, Ninim est descendu directement pour achever les troupes restantes du royaume de Marden et donner aux généraux du royaume de Marden une chance de se rendre. Cependant, le général a refusé d'abandonner et l'a fait décapiter. Enfin, la mort du général marqua la victoire du royaume de Natra sur le royaume de Marden. Le lendemain, Ouin et Ninim rencontrent les généraux et les officiels royaux. Les fonctionnaires ont demandé quelle devrait être la prochaine étape. Cependant, Ouin a déclaré qu'il trouvait cela très gênant car ses troupes devaient avoir été épuisées par la guerre. Mais parce qu'il avait peur d'être considéré comme un chef faible, il décida finalement de s'emparer de la mine d'or du royaume de Marden. Il espérait que ses fonctionnaires royaux rejetteraient sa décision, mais ces fonctionnaires ont accepté et ont déclaré que sa décision était brillante. De plus, les troupes du royaume de Natra pourraient facilement s'emparer des mines d'or du royaume de Marden, leur donnant ainsi des avantages. Le lendemain, Ouin se résigna à la victoire remportée par son royaume. Il prévoit de maximiser les résultats qu'ils obtiennent de la guerre. Cependant, un chercheur d'or est venu et a signalé que la teneur en or de la mine était presque épuisée. Ouin, qui a appris la nouvelle, a été choqué. Cependant, il eut soudain une idée sournoise, revendre la mine d'or au royaume de Marden. Parce que selon le rapport du mineur d'or, le royaume de Marden ne savait pas que la teneur en or était faible. Ninim soupira avec résignation en entendant la stratégie sordide de Ouin. Même ainsi, elle a toujours soutenu sa décision et lui a conseillé de resserrer la garde à la mine d'or en raison de la possibilité que le royaume de Marden la récupère. Il s'est avéré que ce que Ninim avait dit était vrai. Le royaume de Marden a envoyé 30 000 soldats pour récupérer la mine d'or, tandis que le royaume de Natra n'avait que 5 000 soldats pour garder la mine d'or. Peu de temps après, Ouin a conçu une stratégie pour se concentrer sur la défense contre l'assaut des attaques des troupes du royaume de Marden. Car selon lui, le royaume de Marden aurait du mal à maintenir autant de troupes pendant longtemps. Parce qu'ils ont définitivement besoin de ressources alimentaires et d'argent pour leurs soldats. Donc, si les troupes du royaume de Natra pouvaient résister aux attaques de leurs soldats pendant un mois, il était probable qu'elles proposeraient des pourparlers de paix comme ils s'y attendaient. Peu de temps après, une guerre sur les mines a commencé, et l'avantage était en fait du côté du royaume de Natra. En fait, le général de guerre du royaume de Marden, nommé Draoud, ne semblait pas croire à la situation sur le champ de bataille. Tout cela grâce à la tactique géniale de Ouin consistant à utiliser les contours géographiques des collines rocheuses de la mine comme bastion pour ses troupes. Alors que le seul moyen pour les troupes du royaume de Marden d'attaquer était de passer par un chemin étroit et escarpé. Ainsi, les troupes du royaume de Marden ne pouvaient pas maximiser de nombreuses troupes et ont été forcées de se battre séparément. Cela en fait des cibles faciles pour les troupes du royaume de Natra, qui peuvent les vaincre petit à petit. Ouin avait anticipé une attaque par derrière en raclant le mur de la falaise afin qu'il ne puisse pas être escaladé et dépassé par les troupes du royaume de Marden. Cela ne s'est pas arrêté là. Il n'était pas seulement concentré sur la défense. Il avait déjà pensé à un moyen de lancer une contre-attaque. Il a ordonné à ses troupes de faire la guérilla la nuit et a mis le feu aux tentes des troupes du royaume de Marden. En raison d'une attaque inattendue, les troupes du royaume de Marden ont été plongées dans le chaos. Cela a évidemment rendu le général Draoud en colère et agacé contre Ouin. La scène montre alors Ouin, qui semble détendu dans sa tente car sa stratégie se déroule sans problème. De plus, les troupes du royaume de Natra pourraient résister à l'assaut du royaume de Marden pendant plus de 2 semaines. En fait, la mentalité des troupes du royaume de Natra est toujours élevée car elles gagnent toujours la bataille. D'un autre côté, la mentalité des troupes du royaume de Marden s'affaiblissait au fil du temps. Mais Ouin avait prédit que le royaume de Marden ne se retirerait pas simplement, considérant qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent dans cette bataille. Il s'est avéré que ce que Ouin avait prédit s'est réalisé. Le général Draoud envoie l'un de ses commandants nommé Logan pour le rencontrer et conclure un traité de paix. Cependant, Logan l'a plutôt intimidé pour qu'il se retire de la mine et supporte toutes les pertes que le royaume de Marden avait causées par la guerre. Bien sûr, Ouin a refusé. Il ne semblait pas du tout effrayé et avait plutôt l'air détendu. Mais quand Logan était sur le point de partir, il a insulté Ninim en l'appelant une descendante des esclaves. Il a dit que Ouin ne méritait pas d'être à côté de gens humbles comme elle. Ouin avait clairement l'air très en colère à cause de ces paroles. Heureusement, Ouin pouvait encore se retenir et le laisser partir avec un sourire. La scène montre alors l'atmosphère dans la tente du général Draoud. La bataille qui avait duré 3 semaines semblait avoir épuisé la patience de Draoud. Il quitta la base et mobilisa toute son armée pour attaquer la mine de toutes ses forces. Espérant que son attaque finale briserait les défenses du royaume de Natra et récupérerait la mine d'or. Mais peu de temps après la guerre, tout à coup, un soldat est venu et a amené le commandant en chef Logan. En conséquence, Draoud fut surpris de voir la tête de son commandant posée sur son bureau, mais le soldat portant la tête de Logan sursauta et l'attaqua. Le soldat a tué les gardes du corps de Draoud, ne laissant que lui. Lorsque Draoud a été paralysé, le soldat a ouvert son casque de guerre et il s'est avéré que le soldat était Ouin. Draoud a été surpris et ne s'attendait pas à ce que Ouin profite du vide dans le quartier général du royaume de Marden pour l'attaquer directement. Parce que les soldats du royaume de Marden auraient dû remplir le chemin depuis la mine, Ouin ne pourrait certainement pas le traverser. Mais il s'est avéré qu'il a construit un raccourci depuis la direction de la montagne et a profité d'une caverne qui avait été utilisée pour des routes minières qui n'étaient plus utilisées. De cette façon,
Il pourrait atteindre la base de Draoud sans être remarqué par les troupes du royaume de Marden. Après cela, il a tué Draoud et a dit qu'hier ils avaient insulté Ninim. Il a confirmé qu'il tuerait quiconque oserait insulter Ninim. Enfin, Ouin a de nouveau remporté la bataille. La scène change la nuit au palais du royaume de Natra. Ils ont organisé un somptueux banquet célébrant leur victoire dans la défense de la mine d'or. Tous les fonctionnaires et généraux du royaume ont félicité Ouin pour sa tactique réussie. Peu de temps après, Ninim est venue et lui a demandé de parler en tête-à-tête. Elle lui rapporta que la capitale du royaume de Marden avait été prise par un autre royaume et que le roi de Marden avait été tué. Ouin, qui a entendu cela, s'est incliné parce qu'il n'a de nouveau pas réussi à réaliser un profit en vendant ses mines d'or au royaume de Marden. Mais elle a apporté de bonnes nouvelles. Elle a donné un rapport d'un mineur d'or qui venait de découvrir une nouvelle source d'or dans la mine qui pourrait couvrir les pertes dues à la guerre. D'autre part, un ambassadeur impérial nommé Brandel est représenté. Elle semblait vérifier les fichiers sur Ouin. Elle avait l'air surprise car il s'est avéré que Ouin avait étudié à l'Académie militaire impériale et avait toujours obtenu les meilleures notes. Mais l'Empire a semblé le dissimuler et a biffé son nom. Il semblait gêné que leur noble ait été perdu au profit d'un prince d'un royaume pauvre. Le temps a passé et la scène montre Ouin rêvant de son ancienne vie à l'Académie militaire. Ouin et Ninim ont été vus en train de dîner avec leurs camarades de l'Académie militaire. La première personne à être présentée était Lo, une fille aux cheveux blonds. Elle aime faire du bruit et faire des choses imprudentes, alors elle cause souvent des ennuis à ses amis à l'Académie à cause de ses actions. Par exemple, contrecarrer la contrebande de marchandises illégales, puis entrer dans une agitation avec des bandits et d'autres choses imprudentes. Ouin a conseillé à Lo de réduire ses actions imprudentes, mais elle a rejeté sa suggestion et a déclaré qu'elle ne changerait jamais. Ensuite, Ouin s'est réveillé de son sommeil. Il était dans son bureau. Il raconta son rêve à Ninim et les filles tous deux se demandaient quel serait le sort de leurs amis maintenant. Ce jour-là, ils attendaient que la princesse impériale, qui devait visiter le royaume de Natra, les rencontre. L'Empire semblait chercher une alliance en raison de son état intérieur chaotique, car leur prince se disputait le siège impérial vacant après la mort de l'empereur précédent. Cependant, Ninim trouva étrange que le prince visiteur ne soit pas leur prince impérial mais la princesse impériale. Peu de temps après, la princesse impériale est arrivée au palais du royaume de Natra. Elle semble être présente avec une douzaine de délégués impériaux. Ouin, Falania et Ninim les ont accueillis avec une cérémonie royale officielle. Il accueillit chaleureusement l'arrivée de la princesse impériale, qui semblait couvrir la moitié de son visage d'un drap noir. Après cela, le conseiller impérial qui accompagnait la princesse impériale a déclaré que le but de leur arrivée était d'offrir un engagement entre la princesse impériale et le prince Ouin. Ouin, Falania et Ninim eurent l'air surpris, mais avant qu'il ait eu le temps de répondre à l'offre, la princesse impériale se remit en place tout en retirant son masque. Il s'est avéré que la princesse impériale était Lo, son amie à l'académie. La scène a changé et a montré Ouin retournant à son étude. Il avait l'air paniqué et pensait que tout cela était un piège parce qu'il ne pensait toujours pas que Lo était la princesse impériale. C'était parce qu'elle avait précédemment prétendu être la fille d'un aristocrate ordinaire du village, et Ouin ne savait pas comment répondre à l'offre de fiançailles. Considérant que Lo était une fille qui aimait semer le trouble avec toutes ses idées imprudentes, Ouin pensait qu'elle pourrait avoir d'autres plans qu'elle cachait. Le temps a passé, et maintenant Ouin et Lo étaient en train de dîner. Il a essayé d'enquêter sur la véritable intention de l'arrivée de Lo. Elle a dit qu'elle était très impressionnée et s'est intéressée à lui en raison des réalisations du prince lors de sa victoire contre le royaume de Madren. Cependant, il n'avait pas l'air sûr de sa réponse et avait l'impression que ses mots n'étaient que des bêtises. Mais, il sentait qu'elle ne semblait pas capable de dire ses véritables intentions devant tant de gens. Par conséquent, Ouin a dit qu'il lui donnerait un cadeau sous la forme de vêtements divers pouvant être portés dans le royaume de Natra. Peu de temps après, les gardes du palais ont livré les cadeaux que Ouin avait promis à Lo. Ils apportèrent les cadeaux dans les deux grands coffres dans sa chambre. Mais il s'est avéré que le contenu n'était pas des cadeaux mais Ouin et Ninim. Lorsqu'ils se sont rencontrés en personne, tous les trois ont abandonné leur attitude formelle et se sont comportés comme de vieux amis. Lo a alors dit qu'elle était très heureuse de les revoir. Ils plaisantaient. Après que leur moment nostalgique ait été suffisant, Lo a appelé Brandel et lui a demandé de monter la garde à sa porte afin que personne n'entende leur conversation. Enfin, Lo a expliqué le véritable but de sa venue au royaume de Netra. Elle veut demander à Ouin de l'aider à renverser les trois princes impériaux qui sont ses frères et sœurs, afin qu'elle puisse plus tard monter sur le trône pour devenir empereur. Cependant, Ouin semblait hésitant à accepter sa demande d'aide car il estimait que le royaume de Netra n'avait aucun pouvoir contre l'Empire. Lo l'a admis, mais elle a ensuite expliqué que l'état actuel de l'Empire était divisé en raison du conflit entre les trois princes. Ainsi, la chance du royaume de Netra de gagner contre l'Empire est toujours ouverte. Lo a continué à dire qu'elle en avait assez de voir l'état de l'Empire causé par ses trois frères aînés. Pour y mettre fin, elle a finalement décidé de participer à la lutte pour le trône de l'Empire. Cependant, comme personne dans l'Empire ne la considérait comme une candidate valable pour l'empereur, elle ne pouvait s'empêcher de chercher une aide extérieure. Et les personnes les plus appropriées vers lesquelles se tourner pour obtenir de l'aide étaient Ouin et Ninim. Rire, dit-elle à Ouin, n'est-ce pas un plan intéressant? Il s'est avéré que le personnage de Lo, qui aimait faire des choses imprudentes depuis qu'elle était encore étudiante à l'académie, n'avait pas changé. Ouin n'a pas nié que son plan était en effet intéressant. Cependant, il a maintenant une grande responsabilité en tant que prince et chef d'un royaume.
Il ne pouvait donc pas accepter son plan risqué, car le royaume de Natra pourrait devenir un ennemi de l'Empire. Ensuite, Oin et Ninim ont dit au revoir pour quitter la chambre de l'eau, mais elle semblait avoir une autre stratégie pour le persuader de l'aider. La scène bouge et montre la figure de Nanaki, qui est le garde du corps personnel de Falania. Elle est venue rencontrer Oin et Ninim et a demandé à Ninim de rencontrer Falania parce qu'elle ressentait quelque chose d'étrange dans l'attitude de Falania. En conséquence, Ninim est venue rencontrer Falania, qui avait l'air contrariée. Puis elle a expliqué qu'elle était inquiète et effrayée depuis que son frère aîné Oin dirigeait le royaume. Cela l'a fait se sentir seule, surtout maintenant que Oin va probablement se marier. Mais Ninim a expliqué que Oin l'aimerait toujours même s'il était marié. Ninim a souligné que son attitude ne changerait jamais car Falania était une figure très précieuse pour Oin. En entendant cela, Falania a commencé à se sentir un peu. Mais ensuite Falania a demandé ce que Ninim pensait des fiançailles de Oin parce qu'elle estimait que le partenaire le plus approprié pour lui était Ninim, et même elle avait espéré qu'un jour Oin épouserait Ninim. Mais il semble que Ninim soit conscient de lui-même. Elle sentait que quelqu'un du clan des esclaves, comme elle, n'était pas digne d'être aux côtés d'un prince royal. Bien qu'elle ne soit pas mariée, elle est heureuse car elle peut toujours être à ses côtés. Ninim s'est décrite comme le cœur de son cœur et a toujours été protégée par lui. Cependant, Falania ne semblait pas comprendre ce qu'elle voulait dire. Après cela, Ninim a changé de sujet en disant que les résultats d'apprentissage de Falania avaient récemment diminué. Elle a suggéré que Falania étudie avec Oin, et sa suggestion a été approuvée par Falania, qui avait l'air heureuse. Dans la soirée, Lo, Ninim et Brandel se baignent ensemble dans une piscine thermale. Ils ont commencé à parler du passé lorsque Brandel a demandé leur histoire, à partir de laquelle il a été révélé que Lo avait été chassé par le prince du royaume d'Angadul nommé Geralt. Aujourd'hui encore, elle reçoit souvent des lettres et des cadeaux de sa part et espère que la nouvelle de ses fiançailles avec le prince du royaume de Natra le fera cesser de la poursuivre. D'autre part, il semble que Oin ait accompagné Falania pour étudier par hasard et ait étudié l'histoire du royaume d'Angadul. Oin a expliqué que le royaume d'Angadul avait un roi surnommé le plus grand flagorneur du continent. Le surnom est né lorsque les royaumes ont construit des alliances contre l'empire qui a envahi leur territoire. Peu de temps après, le royaume d'Angadul devint le seul royaume soumis à l'empire. Et à cause de la trahison du royaume d'Angadul, l'empire pourrait conquérir d'autres royaumes. En fait, l'empire a exécuté tous les rois qui ont rejoint l'alliance, et seul le roi du royaume d'Angadul a été autorisé à rester au pouvoir et a même obtenu le titre de marquise par l'empire. Oin a en outre expliqué que le prince du royaume d'Angadul avait un personnage comme son père. Il est qualifié de prince bon marché, despotique et faible en matière militaire. Soudain, un soldat vint signaler à Oin qu'il avait trouvé des armes illégales qui étaient entrées dans le royaume. Apparemment, les armes étaient un nouveau modèle et certainement pas fabriquées par le royaume de Natra. Oin a alors pensé qu'il pourrait avoir quelque chose à voir avec le plan de Lo. D'un autre côté, elle semblait rêvasser en se remémorant ses souvenirs de ses années d'académie. Là, Lo a estimé que Oin pouvait comprendre le problème, même si, à ce moment-là, il ne savait pas quelle était la princesse impériale. Il savait que Lo voulait toujours faire de grandes choses, mais sa famille l'en empêchait toujours parce qu'elle était une femme et qu'elle en avait marre. Oin a ensuite conseillé à Lo de lutter contre la stigmatisation en brisant ses pensées et cultures profondément enracinées afin que Lo puisse changer les points de vue de sa famille et de la société. Elle a souri à sa suggestion et lui a demandé de l'aider si elle décidait de lutter contre la stigmatisation à l'avenir. Oin a semblé accepter sa demande, quoique sans enthousiasme. La scène a changé. Le soleil du matin semblait briller sur Lo, qui dormait encore. Soudain, Brandel l'a réveillée, disant qu'elle avait reçu une invitation à boire du thé de Oin. Mais Lo se sentait étrange à ce sujet parce qu'elle savait que Oin n'était pas du genre à aimer bavarder. Elle a deviné qu'il voulait enquêter sur quelque chose d'elle, bien qu'elle ait finalement accepté l'invitation au thé. Alors qu'ils buvaient du thé ensemble, Lo a déclaré qu'elle reviendrait dans l'Empire pour ne pas avoir convaincu Oin de l'aider à usurper le trône impérial. Mais il ne crut pas ses paroles car il semblait connaître ses autres intentions. Il s'est rendu compte qu'une scission entre les trois princes impériaux conduirait inévitablement à des rébellions des royaumes occupés. Son arrivée au royaume de Natra était donc l'une d'entre elles pour empêcher la rébellion de se produire. Oin l'a découvert grâce à la découverte d'armes de contrebandières. Selon Oin, Lo a acheté les armes de l'Occident et les a amenées au royaume de Natra en préparation des contre-mesures contre la rébellion. Cependant, il a découvert que le royaume qui vendait les armes envoyait des armes aux trois princes en quantités égales. Ainsi, la carte du pouvoir des trois princes est également forte, ce qui signifie que la guerre durera longtemps. Cela a donné au royaume colonisé par l'Empire une ouverture pour se détacher de l'Empire. De plus, Oin savait que Lo avait averti ses trois frères et sœurs aînés à ce sujet. Cependant, ces paroles ont été ignorées par ses trois frères et sœurs aînés en raison de sa position, elle n'était que la plus jeune fille et, selon eux, elle était incompétente. C'est ce qui l'a poussé à vouloir désespérément participer à la lutte pour le pouvoir de l'Empire, car Lo voulait prouver ses paroles sur la rébellion des royaumes occupés par l'Empire. Non seulement cela, mais Oin savait que l'un des royaumes soupçonnés d'avoir mené une rébellion était le royaume d'Angadul. Ainsi, une autre raison pour laquelle Lo a fait du royaume de Natra son escale était que le royaume de Natra se trouvait sur le territoire du royaume d'Angandul. Lo a été étonné après avoir entendu l'analyse précise de Oin. Bien qu'avec peu de preuves, il pouvait expliquer en détail le véritable but de son arrivée. Lo n'a même pas nié son analyse.
Elle a ajouté qu'elle serait l'appât de l'Empire rebelle. Si elle était attrapée par l'un des royaumes rebelles, alors ce royaume pourrait facilement tuer les 3 princes et prendre le summum du pouvoir de l'Empire. La cible de l'eau est le royaume d'Angadul car ils ont un prince qu'il aime vraiment, à savoir Geralt. S'il découvre la nouvelle des fiançailles de l'eau et Oin, alors elle est sûre que le royaume d'Angadul attaquera définitivement le royaume de Nathrae, qu'on le veuille ou non, Oin doit être prêt à les combattre. Il s'est avéré que Oin avait apparemment envoyé une lettre au royaume d'Angadul contenant des informations selon lesquelles la princesse impériale visitait le royaume de Nathrae et visiterait le royaume d'Angadul. Il l'a fait uniquement pour empêcher son royaume de se battre contre le royaume d'Angadul. Il a laissé l'eau trouver son propre moyen d'empêcher la rébellion, puisqu'il ne voulait pas être opposé au royaume d'Angadul comme elle l'avait prévu. Elle a dit avec confiance que le royaume d'Angadul pourrait bientôt attaquer le royaume de Nathra pour elle. Soudain, Ninim est venu avec un visage paniqué et a dit que Geralt, le prince du royaume d'Angadul, était arrivé au palais et voulait rencontrer Oin. En conséquence, Oin est allé avec Ninim pour rencontrer Geralt, et son arrivée devait récupérer l'eau. Il semble qu'il ait lu la lettre de Oin. Peut-être parce qu'il ne peut pas attendre l'eau, il est venu au royaume de Nathra pour la rencontrer. Geralt a dit qu'il voulait voir l'eau. Mais Oin lui a demandé de se reposer d'abord pendant la préparation. Oin a dit qu'il préparerait un banquet pour Geralt et l'eau. L'arrogant Geralt était d'accord avec ses paroles. Soudain, Oin eut l'air agacé et étourdi parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Geralt vienne seul dans son royaume. Ninim était agacé par le comportement irrespectueux de Geralt et son manque de respect pour Oin, l'hôte. Oin a dit à Ninim de baisser ses émotions, et elle s'est assise sur ses genoux pour que ses émotions se calment. Elle pensait que l'eau essayait délibérément de dresser Nathra et Angadul l'une contre l'autre et que Oin, qui le savait déjà, ne laisserait évidemment pas cela se produire. Oin essaiera d'unir l'eau et Geralt, et si nécessaire, il les mariera. Parce que si l'eau devient la femme de Geralt, elle peut l'influencer pour combattre son père et arrêter la rébellion. D'un autre côté, l'eau connaissait l'intention derrière son dîner avec Geralt. Elle ne tomberait clairement pas dans le plan de Oin. En fait, elle semblait très sûre que Oin se joindrait à son combat contre le royaume d'Angadul. La scène a changé et a montré le dîner qui avait eu lieu. Oin semblait faire l'éloge de Geralt au plus haut point. Il a conseillé à Geralt et l'eau d'annoncer leur mariage. Geralt avait l'air fier à cause de ses éloges, mais l'eau a dit qu'elle annoncerait le mariage si Oin voulait venir avec elle dans l'Empire. Il semblait que l'eau était à bout de souffle pour entraîner Oin dans ses ennuis. Pendant ce temps, Geralt, qui a vu leur proximité, a estimé qu'ils se connaissaient depuis longtemps, a-t-il demandé, et Oin a répondu que l'eau était son ami à l'académie. En entendant cela, Geralt a continué à demander à quoi ressemblait Oin quand il était à l'académie. Oin était humble et a répondu qu'il ne passait son temps à l'académie qu'à apprendre à utiliser l'épée. Déjà ivre d'avoir trop bu, Geralt a défié Oin à une épée. Il semblait vouloir montrer ses capacités devant l'eau. Oin semblait en fait avoir peur d'un défi de Geralt. Il s'est avéré qu'il n'avait pas peur de perdre mais que Geralt découvrirait que Oin le combattait négligemment et succombait délibérément. Puis le match a commencé. Oin prévoyait de faire un match nul parce qu'il ne voulait pas paraître faible devant tout le monde. Cependant, Oin devait donner à Geralt une belle apparence, alors les plans de mariage de Geralt et l'eau se sont bien déroulés. Oin avait même imaginé comment combattre Geralt jusqu'à ce qu'ils soient finalement fatigués et laissent tomber leurs épées ensemble. Au début, le plan de Oin semblait fonctionner, mais au dernier moment, Geralt trébucha soudainement sur ses pieds, donnant l'impression que Oin avait gagné le match. Voyant que Oin était paniqué par un tel résultat, il laissa tomber son épée comme si le résultat du match était un match nul. Soudain, Geralt se leva et l'attaqua, paniquant visiblement Oin. Parce que s'il était touché par l'attaque de Geralt, alors les actions de Geralt seraient considérées comme un acte lâche par tout le monde. En conséquence, il a fait semblant d'esquiver l'attaque par accident pour maintenir la dignité de Geralt. Cependant, Geralt a apparemment continué jusqu'à ce qu'il casse la porte du balcon et tombe du balcon du palais. Tout le monde a paniqué et est allé sur le balcon du palais. Même Ninim a sauté pour vérifier l'état de Geralt, qui s'est avéré être mort. La nouvelle de sa mort était parvenue à son père, Grenache Angadul. Selon les nouvelles, les gardes du corps et l'entourage de Geralt ont été détenus par le royaume de Nathra. En entendant cela, Grenache a deviné que Geralt avait dû être tué. Il sent que Oin et l'eau ont quelque chose à voir avec la mort de son enfant. La scène passe ensuite à Ninim et Oin, qui ont l'air très paniqués car tous leurs plans ont lamentablement échoué car Geralt est mort à cause de sa stupidité. Le royaume de Nathra sera très probablement en guerre contre le royaume d'Angadul. Peu de temps après, l'eau est venue les voir. Elle a dit qu'elle avait renoncé à usurper le trône de l'Empire et était plus concentrée sur la possibilité d'une rébellion. Pour cela, elle a demandé de l'aide à Oin pour empêcher une rébellion, et Oin, qui était déjà désespéré, a finalement voulu l'aider. Ils ont conçu une stratégie pour combattre le royaume d'Angadul et ses alliés. Oin savait qu'il manquait de troupes, ce qui indiquait clairement qu'il perdrait. Par conséquent, il avait le plan de pouvoir combattre le royaume d'Angadul sans avoir besoin d'être impliqué dans une guerre à grande échelle mais a pu leur faire admettre le plan de rébellion. Quelques jours plus tard, Oin est arrivé au palais du royaume d'Angadul avec 4 gardes du corps. Il est venu apporter le corps du prince Geralt. Alors que le roi de Grenache semblait surpris par son arrivée, il était ému et en colère contre Oin à cause du soupçon que Geralt avait été tué par lui. Mais Oin a invité Grenache à parler en privé, puis il a dit que la princesse impériale,
Lo, était déjà au courant du plan de rébellion de Grenache. En entendant cela, Grenache, qui avait l'air en colère, a été choqué et effrayé, mais Oin a continué à dire qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter car le prince Geralt était déjà mort. Grenache n'a pas semblé comprendre ce que voulait dire Oin, puis Oin a continué à expliquer qu'il voulait que Grenache fasse de Geralt un bouc émissaire. Grenache doit annoncer que Geralt est un traître qui veut renverser son trône. Geralt est le fer de lance de la rébellion contre l'Empire. Étant donné la mauvaise réputation de Geralt dans l'Empire, même le scénario décrit par Oin serait facile à croire pour les gens. Oin a continué à parler. Il a dit que si Grenache acceptait le scénario et soumettait toutes les preuves de la rébellion, Lo réduirait sa peine en ne profitant que de son revenu royal. Oin a ajouté que Grenache devrait demander pardon devant Lo, qui se trouvait actuellement dans le royaume de Natra. Même Grenache, déjà très désespéré, n'a pu s'empêcher d'accepter son plan de scénario. La scène montre alors Oin et ses 4 gardes du corps à la recherche d'un logement. Soudain, l'atmosphère autour d'eux était silencieuse, et même lui savait que quelque chose n'allait pas. Effectivement, ils ont été attaqués par les troupes d'embuscade, ils ont donc dû les combattre. Cependant, le génie Oin a de nouveau réalisé que ce n'était qu'un piège que l'ennemi avait préparé. Il a réussi à éviter une attaque soudaine par derrière. La personne qui l'a attaqué était un homme armé d'une lance. Il avait l'air détendu, évitant les attaques de la jambe. Il a dit qu'il savait que ceux qui l'avaient attaqué étaient des espions de l'Ouest, et non sur les ordres de Grenache. Cela a évidemment surpris l'homme, mais il a continué à attaquer Oin. Cependant, Oin semblait être capable d'esquiver ses attaques avec facilité. Il a continué à dire qu'il savait que l'Occident avait planifié la rébellion et a invité Grenache à s'impliquer. Il savait que l'Occident prévoyait de tuer Grenache et d'éliminer toute preuve de rébellion. Par conséquent, Oin avait placé ses confidents de confiance en garde à l'intérieur du palais Grenache. La scène montre que la personne qui a annoncé la mort de Geralt à Grenache était Nanaki, le garde du corps personnel de Falania. Elle a reçu l'ordre de Oin de sauver Grenache du complot d'assassinat ainsi que de garder les preuves de la rébellion. Puis, ce que Oin avait prédit s'est réalisé, 2 espions occidentaux ont été vus essayant de trouver des preuves de rébellion dans l'une des pièces du palais Grenache. Heureusement, Nanaki est venu dans une embuscade et les a facilement tués. La scène revient au combat de Oin contre un homme. Après avoir été averti que le complot visant à voler des preuves de la rébellion avait échoué, l'homme s'est mis en colère et a continué à attaquer Oin pour le tuer. Mais Oin n'est pas seulement bon pour élaborer des stratégies, il est bon pour se battre. Oin a été vu en train de sortir le kunai caché dans son bras et de le jeter sur l'homme. En lançant, Oin a déclaré que le kunai était toxique, lui faisant perdre sa concentration et esquivant rapidement. Cependant, à la vitesse de l'éclair, Oin a contre-attaqué et a lacéré le bras de l'homme jusqu'à ce que son bras soit sectionné. Ayant été acculé et sachant qu'il ne pourrait pas gagner, les espions occidentaux ont fui la présence de Oin. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Oin entendit des pas de chevaux qui n'étaient autres que Grenache et ses gardes du corps. Les gardes de Oin ont déclaré que Grenache semblait avoir rompu son accord. En entendant cela, Oin a déclaré que son plan de sauvegarde devait s'exécuter. Cependant, Oin n'aurait pas été appelé s'il n'avait pas préparé des tours rusés pour ses ennemis. Non seulement il s'est enfui, mais il avait préparé des centaines de soldats du royaume de Natra à la frontière pour que Grenache, qui le poursuivait, soit choqué et paniqué. La scène a ensuite montré Oin, Lo et Ninim en train de discuter, où il avait déjà prédit toutes les possibilités. Il a déclaré que son accord avec Grenache n'avait que 50% de chances de réussir. Donc si Grenache tentait de le capturer, il n'apporterait que quelques troupes pour faciliter les déplacements, il serait donc certainement capable de combattre Grenache et ses gardes du corps. De cette façon, il pourrait vaincre Grenache sans avoir besoin de déployer des milliers de soldats. Peu de temps après, Oin a ajouté à son plan, impliquant Lo et les troupes impériales pour aider à capturer Grenache. En conséquence, même Grenache ne pouvait pas bouger lorsqu'il a vu les troupes impériales, puis il a été capturé et amené à rencontrer Lo, la princesse impériale. La scène passe au Grenache face à Lo, Oin est le gouverneur de l'Empire. Grenache a l'air terrifié alors qu'il continue de chercher des moyens d'éviter la punition qui lui sera infligée. Il a fait de Oin un bouc émissaire. Ensuite, il s'est demandé ce que Oin voulait dire en plaçant les troupes du royaume de Natra sur le territoire qui était le territoire de l'Empire. Il a accusé Oin d'une invasion de la région. Grenache espère pouvoir échapper à la punition après avoir acculé Oin. Mais le gouverneur impérial a répondu à toutes ces questions et accusations contre Oin. Il a dit qu'il était naturel pour les troupes de Natra d'être sur le territoire de l'Empire car elles s'entraîneraient avec les troupes impériales. La réponse était totalement inattendue pour le Grenache. Il était même incapable de parler. Une fois de plus, Oin a prouvé son génie en prédisant ces accusations, alors Oin a ordonné à Ninim de rencontrer l'ambassadeur impérial à Natra pour envoyer une lettre demandant une formation militaire conjointe avec les troupes impériales. Grenache, qui avait été acculé, s'est rendu compte que Oin avait soigneusement planifié, avant même que Oin ne vienne visiter son palais. Il a finalement cédé et a supplié la princesse Lo d'avoir pitié. Le lendemain, au royaume de Natra, Lo est vue en train de parler avec Ninim. Lo a déclaré qu'elle retournerait dans l'Empire et annulerait son plan de fiançailles avec Oin. Elle a estimé qu'elle répandrait librement son influence dans l'Empire si elle était célibataire. Mais Ninim semble douter de sa décision et demande ce qu'elle pense de Oin. En entendant cela, elle était embarrassée et l'a rejeté. En entendant cela, Ninim n'a pas cru ses paroles.
Enfin, Lo a avoué qu'elle aimait Ouin mais ne voulait pas dire pourquoi elle avait annulé ses fiançailles avec Ouin. Après cela, la scène passe à montrer Lo rencontrant Ouin. Elle se demandait toujours pourquoi il avait prévu une telle stratégie pour vaincre Grenache. Alors que selon elle, Ouin pourrait faire quelque chose d'aussi simple que kidnapper Grenache et le torturer. Ensuite, Ouin a répondu qu'il serait plus facile pour Lo de gérer le Grenache s'il détruisait mentalement le Grenache en premier. Là, elle a réalisé que tout ce que Ouin avait fait n'était que pour elle. Elle s'est rendue compte qu'il l'avait fait comme une forme de promesse qu'il lui avait faite à l'académie. Enfin, Lo a quitté le royaume de Natra soulagée. Cela montre pourquoi elle a annulé ses fiançailles avec Ouin parce qu'elle admire et respecte la relation entre Ouin et Ninim. La relation d'un prince royal honorable, mais qui fait toujours confiance à une fille parmi les esclaves qui sont toujours méprisés. Pour l'instant, elle estime qu'il est inapproprié d'être côte à côte avec Ouin et Ninim, et elle va essayer de s'imposer à sa manière. Le temps a passé et Ouin et Ninim ont été vus en route vers le royaume de Cavarin pour répondre à l'invitation de la délégation et assister à l'événement du Festival des Esprits là-bas. La fête des Esprits est une fête religieuse qui a lieu chaque début de printemps. Le royaume de Cavarin veut établir de bonnes relations avec le royaume de Natra en invitant le prince Ouin dans leur royaume. Mais il avait l'air inquiet lorsqu'il quitta son royaume pour l'ouest car il pourrait encore y avoir des restes de soldats du royaume de Marden essayant de le tuer. D'un autre côté, Ouin n'aimait pas voir Ninim se teindre les cheveux en noir. Elle s'est teint les cheveux parce que les Occidentaux étaient racistes envers les esclaves comme elle. Pour faire court, elle a averti Ouin de ne pas déranger le royaume de Cavarin plus tard, et il a accepté. Ses gardes du corps ont alors signalé qu'ils étaient entrés dans la zone minière du royaume de Natra. Il a décidé de s'arrêter et de vérifier les conditions là-bas. Ouin avait l'air heureux lorsqu'il a rapporté que les activités d'extraction de l'or se déroulaient sans heurts. Cependant, comme l'un des généraux de Natra nommé Agar venait de prendre sa retraite, Ouin avait l'air inquiet car il n'y avait pas d'autorité de remplacement pour garder les mines. De plus, il a reçu des rapports selon lesquels plusieurs nobles Natra voulaient se rebeller. D'autre part, un groupe de personnes en robe a été vu en train de discuter de la façon de renverser la famille Ouin du trône du royaume de Natra. Il semblait qu'ils utiliseraient le moment du départ de Ouin pour le royaume de Cavarin et la retraite du général Agar pour déclencher une rébellion. Le lendemain, ils envoyèrent des troupes pour tuer Ouin, qui était en route pour le royaume de Cavarin. L'équipe d'assassinat a séparé Ouin de ses gardes du corps, en conséquence, seul Ninim l'escortait maintenant. Ouin ne put s'empêcher de réfléchir rapidement pour se sortir de la situation. Ensuite, il a dit à Ninim d'emmener leur calèche au quartier général des troupes restantes du royaume de Marden. Il semblait vouloir parier sur l'utilisation des troupes restantes du royaume de Marden pour l'aider. Le pari a été réussi. On aurait dit qu'un groupe de soldats arrivait devant sa calèche et attaquait les assassins qui le poursuivaient. En conséquence, l'équipe d'assassinat a décidé de se retirer. Ensuite, Ouin s'est présenté et a demandé à rencontrer le prince Helmut. La scène a changé en montrant Ouin et Ninim amenés par les troupes de Marden à leur base secrète. Mais alors, une fille nommée Zeno apparaît, le bras droit d'Helmut. Elle a dit qu'Helmut ne pouvait pas voir Ouin parce qu'il était malade. Elle continua d'expliquer que le visage d'Helmut avait été brûlé par les soldats du royaume de Cavarin lors de l'invasion de la capitale. Cela a rendu le reste des soldats du royaume de Marden en colère contre le royaume de Cavarin. Ouin a dit qu'il était en route pour le royaume de Cavarin. En entendant cela, Zeno a pointé son épée sur lui et a menacé de le tuer parce qu'il pensait que le royaume de Natra aurait une alliance avec le royaume de Cavarin. Soudain, Ouin proposa à Zeno de l'accompagner au royaume de Cavarin car il devinait que l'escouade d'assassinat était là. Si sa supposition est correcte, il choisira de former une alliance avec l'armée de Marden. Puis, il a continué à expliquer que dans le royaume de Cavarin, il y aurait un rassemblement de personnes importantes, dont l'une était un groupe appelé l'élite sacrée. Il a dit que Zeno avait eu l'occasion de demander de l'aide à ces personnes pour l'armée de Marden. Finalement, elle accepta l'offre. Pour faire court, Ouin est arrivé au royaume de Cavarin. Il ordonna à Ninim et Zeno de rechercher des informations importantes pendant que lui et ses gardes rencontraient le roi de Cavarin, Ordalas. Cependant, alors qu'il se rendait à Ordalas, Ouin rencontra un général Cavarin qui l'insulta comme un salaud. Cependant, il ne semblait pas se soucier beaucoup du ridicule. Au lieu de cela, il a accordé plus d'attention aux subordonnés du général. Peu de temps après, il a vu que les subordonnés du général avaient des blessures au bras, qui étaient dans la même position que les blessures de l'une des escouades d'assassins qui l'ont attaqué hier. En conséquence, il a averti ses gardes de toujours faire attention à ces personnes. En revanche, Zeno cherchait des informations auprès de Ninim. Soudain, elle eut l'air furieuse et s'apprêtait à tuer quelqu'un qui venait de descendre de la calèche, mais Ninim l'arrêta. Alors Zeno explique que la personne s'appelle Olonui. Il était autrefois l'un des hauts gradés du royaume de Marden qui a trahi et fait contrôler la capitale de Marden par le royaume de Cavarin. Ninim comprend ses sentiments, mais Ninim lui conseille de concevoir un plan de vengeance plus mûr. La scène est ensuite revenue à Ouin, qui a rencontré le roi Ordalas. On dirait que le roi Ordalas est si chaleureux d'accueillir son arrivée. Apparemment, le roi a d'autres intentions pour lui. Ensuite, Ouin a été invité par le roi Ordalas à rencontrer le groupe d'élite sacrée. Apparemment, il a invité Ouin à Cavarin à se joindre en tant que membre de l'élite sacrée. Parce que Ouin a la lignée d'un des adeptes fidèles de la religion Levitia, il convient d'entrer dans le groupe d'élite sacrée. La scène bougea et montra Ouin et Ninim en train de parler.
Ouin a déclaré qu'il accepterait l'offre d'entrée en tant que membre de l'élite sacrée afin qu'il puisse accroître ses liens avec les pays occidentaux. Le lendemain, Ouin invite Zeno à rencontrer l'un des membres de l'élite sacrée nommé Cadmilla. Après avoir bavardé pendant un moment, Cadmilla a finalement proposé à Ouin les conditions pour rejoindre en tant que membre de l'élite sacrée. Elle a continué à dire que la condition était que le royaume de Natra devait éliminer les soldats restants du royaume de Marden. Zeno qui a entendu la condition a été presque provoqué, tandis que Ouin a décidé de réfléchir d'abord à la réponse. D'autre part, Ninim surveillait la rencontre du général Cavarin avec Olonui. Elle essaya de traduire leur langage labial, et elle eut l'air surprise. Il s'est avéré qu'il planifiait une rébellion dans le royaume de Natra. La scène passe à l'homme de l'espion occidental qui avait attaqué Ouin alors qu'il se trouvait dans le royaume d'Angadul et s'est avéré avoir une relation avec Cadmelia. Il semblait qu'ils attendaient avec impatience la décision de Ouin cette fois. Le lendemain, Falania étudie avec son professeur le roi Ordalas. L'enseignant a expliqué qu'Ordalas était l'une des élites sacrées qui détenait le plus haut pouvoir dans la religion lévétienne. Mais le problème est que, dans le royaume de Cavarin, les fonctionnaires ne sont choisis que dans la lignée royale et ne se soucient pas de leur aptitude à diriger. De plus, le royaume Cavarin était extrêmement raciste envers les pauvres et les esclaves. Même ses fonctionnaires avaient pour tradition d'abattre des esclaves. Elle avait clairement l'air très effrayée d'entendre l'explication de son professeur. Le jour s'est transformé en nuit et Ouin a été vu en train de tenir une réunion avec Ninim et ses gardes du corps. Elle rapporte que les généraux Cavarin nommés Le Vert et Olonui planifient une tentative d'assassinat contre lui et sont susceptibles de l'attaquer là où il vit actuellement. Il a dit qu'il comprenait l'objectif de Le Vert. Pendant ce temps, selon Ouin, l'objectif d'Ordalas est de contrôler les mines de Natra car Ordalas commence à perdre la confiance de l'élite sacrée. Cependant, le plan a mal tourné car le royaume de Natra a réussi à s'emparer de la mine d'or de Marden. Cela a mis Ordalas en colère et ils ont commencé à cibler Ouin. Ensuite, Zeno était dans la pièce et a demandé à Ouin de l'emmener rencontrer Ordalas le lendemain. Elle semble perdre espoir, car tout le monde à Cavarin déteste le royaume de Marden et essaie de le détruire. Ouin soupçonne que Zeno envisage de tuer Ordalas, mais elle explique qu'elle veut seulement gagner sa confiance et s'allier avec le royaume de Natra. Heureusement, il était prêt à accepter sa demande tant qu'elle promettait de ne pas tuer Ordalas. Il ajouta que brandir une épée au cours d'une discussion était le comportement d'un sauvage. Le lendemain, la réunion de Ouin et Ordalas a eu lieu. Cette fois, Ordalas est accompagné d'Olonui, qui a trahi le royaume de Marden. Apparemment, il était si heureux de voir Ouin gagner une impression si favorable aux yeux de l'élite sacrée qu'il avait l'intention de marier Ouin à sa fille. Mais Ordalas a ajouté qu'il n'a pas reconnu sa fille parce que l'intelligence et les compétences de sa fille n'étaient pas dignes d'être une descendante d'elle. Selon lui, ses enfants doivent être intelligents. En entendant cela, Ouin sourit même si son cœur était dégoûté par son attitude envers sa fille. De plus, Ordalas a demandé quelque chose qui a réussi à faire bouillir le sang de Ouin. Il a demandé à Ouin d'envoyer des esclaves comme Ninim pour qu'ils soient sacrifiés dans la tradition des massacres dans son royaume. Pendant ce temps, Ouin était silencieux, l'entendant dire des choses viles sur ses traditions. Puis, après avoir cessé de parler, Ouin s'est mis en colère et lui a donné un coup de pied au visage tout en tuant le portier qui est entré dans la pièce. Bientôt, les gardes du corps de Ouin ont sécurisé la situation afin que personne n'y entre. Il semblait que Ouin flattait ses propres mots, disant que la personne brandissait une épée lors d'une discussion. Il l'a fait parce qu'Ordalas avait osé insulter et même tuer des esclaves comme Ninim. Il a poignardé Ordalas à la poitrine, le tuant sur le coup. Après cela, il a donné à Zeno une chance de tuer Olonui, qui avait l'air effrayé. En entendant cela, Olonui a supplié Ouin d'avoir pitié, mais Zeno a tué Olonui sans pitié. Par la suite, Ouin a mis le feu au bâtiment du lieu de rencontre et s'est enfui du royaume de Cavarin. Peu de temps après, Ouin, Ninim, Zeno et les gardes du corps de Ouin montent à cheval, et Ninim semble agacé par la décision irréfléchie de Ouin. Étant donné que la personne qui l'a tué était un membre de l'élite sacrée et le roi du royaume de Cavarin, cela signifiait que le royaume de Natra devait se battre contre le royaume de Cavarin et ses alliés. Cependant, il ne semblait pas dire que la véritable raison de tuer Ordalas était de défendre la propre dignité de Ninim. Peu de temps après, Ouin a expliqué son plan pour traiter avec le royaume de Cavarin et ses alliés. Il semblait inviter le reste des troupes du royaume de Marden dans une alliance car il aurait certainement besoin du moindre renfort. Mais ensuite, Ouin s'est plaint parce que tout était compliqué et gênant, ce qui a rendu Ninim encore plus en colère contre son comportement. Elle a exhorté Ouin à dire la vraie raison pour laquelle il a tué Ordalas. Cependant, son garde du corps vint les interrompre. Il rapporta que la preuve de la trahison d'Olonui avait été envoyée à l'endroit ordonné par Ouin. Pendant ce temps, le chaos éclate dans le royaume de Calvarin, où les gens incendient les maisons des fonctionnaires. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le général Le Vert avait tué le roi Ordalas parce que Le Vert voulait faire un coup d'état au pouvoir d'Ordalas. Le général Le Vert semblait confus au sujet des rumeurs. Il s'est avéré que la preuve de la trahison d'Olonui et de Le Vert avait été envoyée par les gardes du corps de Ouin à l'un des membres de l'élite sacrée, Shadmilla. Elle ne put s'empêcher de soutenir les actions de Ouin et ordonna à ses hommes de brûler les maisons du royaume de Cavarin. Elle l'informe qu'il est attendu par les troupes de la rébellion de Natra qui tentent de le tuer à la frontière. Ouin a dit qu'il y avait un autre chemin, à savoir à travers la montagne, mais son garde du corps a averti que des glissements de terrain avaient bloqué la route. Il ne put s'empêcher de se creuser la tête pour échapper à la situation.
Lorsqu'il eut une idée, il ordonna à ses gardes de se déplacer. D'un autre côté, il semble que le ver et ses troupes soient en route pour chasser Ouin. Il a reçu des informations de son équipe de scouts selon lesquelles ils avaient trouvé des objets jetés sur la route principale, avec la possibilité que le groupe de Ouin le dépasse. Le ver a d'abord été surpris que Ouin n'emprunte pas la route de montagne. Mais alors le ver découvrit que la route de montagne s'était effondrée et il ordonna à ses troupes de se diriger vers la route principale. En fait, les hommes de le ver avaient prévenu le ver que c'était peut-être un piège. Car il est possible que Ouin ait fait un autre détour pour ne pas se faire dépasser par eux. Cependant, le ver n'était pas intelligent et alerte, il n'a donc pas prêté beaucoup d'attention à l'avertissement. Mais quelques instants plus tard, ils ont été accueillis par des centaines de soldats sans drapeau. Voyant cela, le ver et ses troupes étaient confus car les troupes devant eux n'avaient pas d'identité claire. Ils pensaient que les troupes étaient des troupes rebelles de Natra qui étaient sur le point de tuer Ouin. Mais soudain, une cavalerie est apparue, les attaquant par derrière, les faisant paniquer et courir vers les troupes rebelles Natra devant eux. En conséquence, au lieu de tendre une embuscade au groupe de Ouin, les troupes rebelles de Natra se sont battues contre les troupes de le ver, forçant leur chemin après avoir été attaquées par derrière. Il s'est avéré que c'était la stratégie de Ouin. Pendant tout ce temps, il s'était caché dans les ruines de la route de montagne et avait demandé à Zeno de convoquer le reste de l'armée du royaume de Marden, puis d'attaquer l'armée de le ver par derrière. Mais sa stratégie ne s'arrête pas là car soudain, un général des troupes du royaume de Natra, Hagar, surgit de loin. La nouvelle de la retraite de Hagar était une fausse nouvelle que Ouin a délibérément diffusée pour attirer les aristocrates rebelles de Natra. En conséquence, lui et les troupes du royaume de Natra ont vaincu les forces rebelles de Natra et les troupes de le ver à la fois. Après cela, Ouin retourna dans son royaume. Ouin et Ninim ont un invité spécial, à savoir le prince Marden. Mais lorsque le prince Marden a enlevé son casque de guerre, il s'est avéré que c'était Zeno. Elle était la première fille de l'ancien roi de Marden, son vrai nom était Zenovia Marden, et elle était la seule descendante du roi de Marden à avoir survécu à l'invasion du royaume de Cavarin. Elle a dit qu'elle avait réussi à récupérer la capitale de Marden à cause de la mort d'Ordalas et du général Le Ver. Ensuite, son but en venant au royaume de Natra était de prêter allégeance à Ouin et de demander la protection du royaume de Natra. Ouin, qui a entendu cela, a été choqué et paniqué. Il était évidemment paresseux quand il devait s'occuper du royaume de Marden car même s'occuper du royaume de Natra lui donnait déjà le vertige. Mais ensuite, Zeno l'a séduit en disant qu'elle n'était qu'une femme qui n'était pas digne d'être le chef du royaume. Le temps avait passé et la scène montrait la vue de la capitale impériale. L'affaire de la saisie du siège de l'empereur ne semble pas encore terminée. Lo, l'un des 4 candidats à la succession de l'empereur, discute avec le maire impérial de la tenue d'une conférence des héritiers. Où dans la conférence invitera 3 invités d'honneur dont l'un est du royaume de Natra. Après la réunion, Lo avait l'air fatigué et s'allongea sur le canapé. Cependant, Brandel a déclaré que lorsque la fête du royaume de Natra est arrivée dans la capitale, Lo était ravi d'accueillir à nouveau Ouin et son entourage. Mais Lo était un peu surpris. Au début, elle pensait que le représentant du royaume de Natra qui était venu était Ouin, mais il s'est avéré qu'il s'agissait de Falania, sa sœur. D'un autre côté, Ouin avait l'air bouleversé parce qu'il s'inquiétait de l'état de Falania, même si Ninim et Nanaki l'accompagnaient déjà. La scène revient lorsqu'Ouin tient une réunion avec des responsables de Natra. À l'origine, Ouin a été invité à assister à l'invitation de l'Empire. Cependant, comme le royaume de Natra se remettait de la guerre d'hier, il serait risqué pour lui de quitter le royaume. D'un autre côté, certains responsables l'ont soutenu pour partir, comme une excellente occasion pour le royaume de Natra d'élargir l'alliance. Voyant cela, Falania s'est porté volontaire pour remplacer Ouin et est allé répondre à l'invitation de l'Empire. Tout le monde a semblé surpris par sa déclaration, même si à la fin, personne n'a osé rejeter la décision de la princesse du royaume de Natra. Le lendemain, Falania et Ninim sont en route pour le banquet. Ninim a brièvement expliqué la position de Lo dans la lutte pour l'Empire. Ainsi, après avoir réussi à arrêter la rébellion contre l'Empire à cette époque, Lo a obtenu beaucoup de soutien pour devenir empereur. Mais elle ne voulait pas prendre le trône car elle n'avait aucun soutien militaire. Par conséquent, elle a formé sa propre faction appelée Patriote Faction, qui contient des personnes influentes qui se soucient de l'avenir de l'Empire. Lo s'est positionnée dans la faction comme une femme qui travaillait sincèrement sans s'attendre à un poste. Peu de temps après, Falania et Ninim sont arrivés au banquet. Les nobles et les fonctionnaires semblaient étonnés de voir la Falania gracieuse et digne. Elle a reçu un accueil chaleureux de Lo, puis Lo l'a invitée à être présentée à ses 3 frères aînés. D'un autre côté, Ninim avait l'air inquiet de voir leur proximité puisque le royaume de Natra devait être neutre et ne se rallier à aucun des candidats empereurs. Falania a été présentée par Lo en présence de ses 3 frères aînés, à savoir Demetrio, Bardloche et Manfred. Falania s'est avéré avoir été informé par Ouin de la nature des 3 princes. Le premier est le prince Manfred, une personne qui aime édulcorer les choses. Dès lors, il obtient le soutien de la province, qui se laisse bercer par sa promesse. Le second est le prince Bardloche, le prince avec le soutien et le pouvoir de l'armée. Ensuite, le dernier est le fils aîné, le prince Demetrio, qui est sans doute le plus stupide des 4 enfants de l'empereur. Il n'avait de soutien que parce qu'il était l'aîné des enfants.
Demetrio semblait sous-estimer Falania et ne pouvait pas croire que le royaume de Natra avait envoyé une enfant comme elle assistait au banquet impérial. Lo est intervenu et a expliqué que le royaume de Natra était dans un état de rétablissement et que Oin était occupé à gérer son royaume. Cependant, c'était différent avec Demetrio. Bardloche et Manfred semblaient en fait se battre pour pouvoir parler et connaître Falania, la raison étant qu'ils pouvaient obtenir le soutien du royaume de Natra. Ninim, alerte à la situation, lui a chuchoté de sortir de là, puis elle a attrapé Lo pour être la raison de son départ. Peu de temps après, Ninim a félicité Falania pour son travail acharné, mais elle craignait toujours d'avoir fait quelque chose de mal et de décevoir Oin. Ensuite, Ninim est parti un moment et a demandé à Nanaki de s'occuper de Falania. Il s'est avéré que Ninim est allé rencontrer Lo et a demandé quel était son but en demandant à se rencontrer. Lo a de nouveau déclaré qu'elle voulait le soutien de Natra Kingdom dans la lutte pour le siège de l'empereur actuel. Cependant, Ninim a insisté sur le fait que le royaume de Natra serait neutre, selon ce que Oin lui avait ordonné de faire. Lo et Ninim se sont disputés à ce sujet. La scène bascule alors. Il semble que les 4 candidats empereurs soient dans la même pièce pour commencer la conférence impériale. Le lendemain matin, Falania a été vu se promener accompagné du maire de la capitale impériale et est arrivé dans un bâtiment de l'Assemblée du peuple. On a vu que les représentants du peuple de diverses régions de l'Empire discutaient au point de se disputer pour déterminer la politique de l'Empire. Elle semblait intéressée à voir cela et voulait en savoir plus sur les choses à cet endroit. D'un autre côté, Demetrio a l'air furieux parce que ses frères et sœurs n'apprécient pas qu'il soit l'aîné. De plus, il était toujours agacé par l'attitude du royaume de Natra, qui a envoyé un petit enfant pour assister à l'invitation de l'Empire. Mais soudain, il eut une idée sournoise pour répondre à l'attitude de Oin. Demetrio est venu rencontrer Falania, qui se trouvait avec Lo. Sans plus tarder, il a déclaré son souhait de faire de Falania sa femme. Ces paroles avaient surpris tout le monde là-bas, même Falania elle-même commençait à trembler. Il a ajouté que leur mariage renforcerait les relations entre l'Empire et le royaume de Natra. Falania et Ninim ne croyaient clairement pas ces paroles et savaient qu'il y avait une arrière-pensée derrière eux. Falania a dit qu'elle réfléchirait d'abord, mais Demetrio l'a forcé à répondre sur le champ. Lo l'a averti de ne pas forcer Falania, mais il a ignoré son avertissement. Il a dit à Lo de se taire et a dit que ce mariage profiterait aux 2 royaumes, il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter. Là, les mauvaises intentions de Demetrio envers Falania peuvent être vues si elle veut devenir sa femme. Cependant, Falania, qui avait appris beaucoup de choses précieuses lors de sa visite à l'Assemblée du peuple, pouvait répondre à voix haute. Elle dit qu'elle apprécie vraiment son offre, mais le mariage de la famille royale est une affaire politique et elle ne devrait pas décider seule. Demetrio était en colère d'avoir été rejeté et a menacé de détruire Natra s'il montait sur le trône pour devenir empereur. Mais soudain, Oin a semblé l'interrompre. Au début, Oin ne savait pas la conversation qui s'y déroulait et voulait juste l'interrompre. Ce n'est qu'alors que Ninim lui a dit dans une petite note. Après cela, il sembla se demander quelles étaient les véritables intentions de Demetrio. Il essaya de comprendre la situation tout en cherchant une issue. Cependant, Demetrio a demandé à Oin de décider de son mariage avec Falania. Oin semble avoir compris l'idée et il a répondu qu'il était d'accord avec le mariage. Il a poursuivi en expliquant que le mariage rapprocherait les relations entre l'Empire et le royaume de Natra. Mais sa réponse a clairement pris Falania par surprise. Il s'avère qu'il a recommencé à discuter de ses plans de fiançailles avec Lo et a pris Demetrio par surprise. Demetrio, qui voulait à l'origine faire souffrir Oin et le royaume de Natra, ne voulait évidemment pas que Oin profite du mariage de Lo avec son statut de candidat à l'empereur. Son agacement grandit lorsque Lo, qui comprenait la situation, aida Oin à discuter de leurs fiançailles. Même le stupide Demetrio ne s'est pas rendu compte qu'il était utilisé par Oin. Demetrio a déclaré qu'il n'approuvait pas les fiançailles de Lo, mais elle l'a nié et a déclaré qu'il n'y avait aucun droit. Ninim a dit que les nobles de Natra ne devraient pas épouser la même famille. Oin a finalement terminé le sujet avec l'excuse qu'il était trop tard, et Demetrio a accepté. Apparemment, Demetrio avait abandonné son intention d'épouser Falania parce qu'il ne voulait pas que le royaume de Natra profite du mariage de 2 futurs empereurs. Après que Demetrio et Lo aient quitté la pièce, Falania a serré Oin dans ses bras et l'a remercié de l'avoir sauvé de la situation plus tôt. Il se faisait tard et Falania était allé se coucher. Oin a été vu en train de parler à Ninim. Là, il a dit que l'état du royaume de Natra était sûr, mais il était toujours curieux des mouvements des élites sacrées. Il a ajouté qu'il avait entendu parler des élites sacrées qui planifiaient quelque chose dans un pays. Mais ensuite, il a semblé instable et s'est presque évanoui. Il s'est avéré qu'il était un peu fatigué et qu'il manquait de sommeil. Ninim avait l'air inquiet aussi, mais Oin a insisté sur le fait qu'il allait bien. Après cela, elle a remis une lettre de Lo contenant une invitation à se rencontrer en secret ce soir. La scène s'est déplacée et a montré Oin, qui est venu rencontrer Lo à l'endroit promis. Elle lui avait demandé de se rencontrer pour demander conseil sur ses projets de s'emparer du siège impérial. Parce que la conférence impériale qui s'est tenue plus tôt s'est avérée être un échec et a été infructueuse. Mais Oin ne semble pas avoir de solution pour Lo. Il a ajouté que Lo est sur la bonne voie parce que les gens l'aiment maintenant. Elle a finalement décidé de partir, mais elle a continué à souligner qu'elle impliquerait toujours Oin et Ninim dans sa lutte. Le lendemain, le prince Manfred a reçu un rapport de ces hommes que Oin était arrivé. Ces hommes ont dit que Oin devait rencontrer Demetrio le lendemain. Ils semblaient louer la capacité de Oin.
Mais soudain, il ordonne à Demetrio de tuer Ouen plus tard. Manfred semble craindre que les capacités de Ouen ne deviennent une menace sérieuse s'il devient le nouvel empereur. Le lendemain, la réunion de Ouen et Demetrio a eu lieu. Il a été vu alors qu'il se rendait à la résidence de Demetrio accompagné de Ninim. Ouen, qui avait l'air épuisé, a demandé où était Falania. Ninim a expliqué que Falania étudiait à l'Assemblée du peuple. Sa présence a été acceptée par les gens là-bas et elle est autorisée à dire ce qu'elle pense. Ouen est arrivé et a été accueilli par Demetrio. À l'intérieur, il se demanda de quoi Demetrio voulait parler. S'agit-il de mariage ou de relations diplomatiques avec le royaume de Natra? Avant que la conversation ne commence, il semble qu'une bonne nuit ait servi un verre de thé. Mais Ouen a semblé méfiant et a dit à la femme de chambre de boire le thé qu'elle avait apporté. Cependant, la femme de chambre semblait nerveuse et a décidé de ne pas boire le thé, alors il a continué à la forcer. Soudain, Demetrio l'interrompit et traita Ouen de stupide et irrespectueux. Parce qu'il a refusé les plats, l'hôte a servi. Il soupçonnait toutes sortes de choses. Demetrio attrapa alors sa tasse de thé et s'apprêta à la boire. Ouen a semblé arrêter Demetrio, mais il était en retard car Demetrio avait déjà bu le thé. Effectivement, quelques instants plus tard, Demetrio a vomi du sang et s'est évanoui pendant que la femme de chambre qui servait le thé s'enfuyait. Ninim semblait courir après lui, mais Ouen l'a retenu et lui a dit de chercher le guérisseur de Demetrio. Il a dit qu'en ce moment, la sécurité de Demetrio était plus importante. Après l'incident, Ouen a été détenu et interrogé pendant plusieurs jours parce qu'il était soupçonné d'être celui qui a empoisonné Demetrio. Il a été vu en train de parler à Ninim après avoir terminé son interrogatoire. Il explique que Demetrio a survécu et est retourné dans son domaine, mais ses deux frères pensent que le coupable est venu de Mehalstar, la ville où s'est tenue la conférence de l'empereur. En conséquence, Manfred et Bardloch ont encerclé Mehalstar City avec les forces militaires impériales. Même Falania a aidé Lo et le maire de Mehalstar à stabiliser la situation de la ville. Alors que Ouen a l'intention de retourner au royaume de Natra pour éviter le conflit dans la ville. Mais ensuite, le garde du corps de Ouen est venu et a signalé l'apparition de la troupe de drapeaux lévétienne dirigée par Cadmilla, avançant vers la ville. Il semblait qu'ils étaient venus pour libérer Mehalstar City de la pression de l'Empire qui était sur le point d'attaquer. En entendant cela, il a paniqué et était furieux contre Cadmilla car il avait du mal à quitter la ville. Ninim a ajouté que si Mehalstar City avait une guerre en cours, il serait impossible pour les gardiens de Mehalstar City de la gérer. Soudain, Ouen a perdu connaissance. Il semblait qu'il était fatigué physiquement et mentalement en raison de la pression de la situation. Il était allongé et inconscient, accompagné de Falania et Ninim. Falania s'inquiétait de son état, alors elle a décidé de se rendre à l'Assemblée du peuple pour voter. Elle l'a fait uniquement pour aider son frère aîné à apaiser les tensions au sein de Mehalstar City. Peu de temps après, Falania est arrivé à l'Assemblée du peuple. La situation semblait chaotique. D'un côté, certains voulaient rejoindre l'armée de Levitia, de l'autre côté, certains voulaient rejoindre l'Empire. Elle se dirigea vers le centre de la pièce et commença à prononcer un discours pour exprimer son opinion. Elle a conseillé à l'Assemblée du peuple d'unir leurs esprits pour décider de la voie qu'ils choisiraient pour le bien de Mehalstar City. Elle était sûre que les habitants de Mehalstar City, pour la plupart des marchands, devaient avoir les bonnes pensées. Tous les yeux étaient braqués sur elle. Ceux qui s'étaient révoltés à cause d'opinions différentes ont été instantanément étonnés par son discours. D'autre part, Ouen, qui s'est réveillé et a fait Ninim, la serre dans ses bras. Elle a pleuré et lui a demandé de ne pas se pousser. Quelques instants plus tard, Falania est revenu pour rencontrer Ouen, qui s'était réveillé. Il a loué les actions extraordinaires de Falania à l'Assemblée du peuple alors qu'il n'était toujours pas réveillé. Mais elle était humble et a offert ce qu'elle pouvait faire d'autre pour l'aider. Ouen avait l'air assez surpris de voir le développement rapide de Falania. Même sa noble aura était visible. Ensuite, il lui a ordonné de continuer à prononcer des discours encourageant les habitants de Mehalstar City. Non seulement cela, mais elle a conduit les 30 000 habitants de Mehalstar City à demander l'aide des troupes de Levetia. D'un autre côté, Cadmilla a été surprise car elle n'avait pas assez de ressources pour accueillir les 30 000 habitants de Mehalstar City. Mais soudain, Ouen est apparu et a proposé de l'aider. La scène montre ensuite Cadmilla et le roi Gruyer du royaume de Solgest à la tête de l'armée de Levitia. Apparemment, les 30 000 habitants de Mehalstar City avaient réussi à évacuer la ville en toute sécurité. Ouen, nommé par le maire de Mehalstar en tant que représentant de Mehalstar, a exprimé sa gratitude pour leur aide. Ils s'enquièrent de leur plan pour l'avenir. Cadmilla répond qu'ils déploieront des troupes pour expulser les princes impériaux et libérer Mehalstar City. Mais Ouen a dit qu'il ne voulait plus déranger l'armée de Levitia. Il voulait reprendre la ville des mains des Mehalstar. Il a continué à dire qu'il voulait acheter des armes et des armures à Levitia à 3 fois le prix normal. Ensuite, si plus tard, il parvenait à récupérer Mehalstar City, le maire de Mehalstar construirait un temple pour honorer la religion de Levitia. Cadmilla parut étonnée de la stratégie de Ouen. Mais elle prévoyait de refuser son offre simplement parce qu'elle voulait voir jusqu'où étaient ses capacités. D'autre part, Gruyer a accepté son offre. Parce que Gruyer était connu comme un roi fou d'argent. En entendant cela, elle ne pouvait pas refuser la décision de Gruyer. Le lendemain, les habitants de Mehalstar portent déjà l'équipement de combat de Levetia. Ils se sont déplacés pour combattre les armées des 2 futurs empereurs entourant leur ville.
Cela a fait paniquer Bardloche car il ne voulait pas tuer les habitants de la ville qui lui étaient très précieux. C'était parce que l'Empire avait encore besoin de Meal Star City, la plus grande ville commerciale du continent, pour devenir des partenaires commerciaux. D'un autre côté, Oin et Lo ont regardé les Meal Star du haut de la colline. Il avait l'air ravi de voir les doutes de Bardloche. Il a dit à Lo de demander à ses deux frères aînés de négocier. Finalement, des négociations entre les deux princes impériaux et le maire de Meal Star ont eu lieu. Oin était là en tant que représentant de Meal Star. Lors de cette réunion, son génie a de nouveau été vu. Oin a dit à Bardloche et Manfred qu'il savait qui était derrière le complot visant à tuer Demetrio. Oin a expliqué la seule personne qui pouvait le faire. Quelqu'un qui pourrait déjouer les gardes personnels du prince, même briser la sécurité étroite de la ville. Il a dit que le coupable était Demetrio lui-même. Mais Bardloche a rejeté ces accusations et a demandé quelle était la raison si Demetrio avait fait cela. Oin a répondu que Demetrio avait délibérément opposé Meal Star City aux troupes impériales dirigées par Bardloche et Manfred. Lorsque les Meal Star et les troupes impériales étaient épuisées, Demetrio déployait ses troupes pour attaquer Bardloche et Manfred. Il expliqua que le trône de l'empereur tomberait entre les mains de Demetrio. Bardloche et Manfred ont réalisé que Oin voulait mettre tout le blâme sur Demetrio. Il n'avait donc aucune raison de piller Meal Star. Ni l'un ni l'autre n'a pu le nier non plus. Le maire de Meal Star a ajouté qu'il ne se soucierait pas des actions de Bardloche et Manfred, qui avaient encerclé la ville. En fait, Meal Star est prêt à compenser l'incident survenu à Demetrio dans leur ville. Manfred, qui était le vrai coupable, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas refuser Oin. De plus, son accusation fit indirectement éliminer Demetrio du candidat au poste d'empereur. Finalement, le conflit a pris fin et les habitants sont retournés dans la ville. Cependant, il semble que les habitants soient déjà anti-prince et soient désormais plus enclins à soutenir l'ascension de Lo au rang d'empereur. Même si elle admet que le cœur des habitants appartient déjà à quelqu'un d'autre, à savoir Falania. Le maire a reconnu qu'il avait dit que Oin voulait aider Meal Star City à cause de Falania. Parce que Falania aime Meal Star City avec l'assemblée du peuple dans son gouvernement. Pendant ce temps, au palais du royaume de Natra. Oin a l'air très heureux car leur économie se développe rapidement, en particulier dans le secteur de l'exportation. C'est parce qu'il collabore avec Meal Star City. Ninim a expliqué que le royaume de Marden était en bon état. Elle avait l'air inquiète qu'ils essaient de se libérer du royaume de Natra si son économie s'était accélérée. Elle a conseillé à Oin de trouver un partenaire commercial plus important pour éviter d'être laissé pour compte par le royaume de Marden. Quelques instants plus tard, le garde du corps de Oin est apparu et a rapporté que Oin avait reçu une invitation de Gruyère à venir au royaume de Solgest. Il a accepté l'invitation et a prévu de visiter Marden en premier. D'autre part, Zenovia a été informée par son conseiller que Oin viendrait lui rendre visite. Elle essaya de deviner le but de son arrivée, peut-être pour discuter de l'avenir du royaume de Marden, qui était un état du royaume de Natra. Le conseiller de Zenovia suggère en outre de demander au royaume de Natra une récompense pour les progrès économiques de Marden, qui se sont réduits à faire progresser Natra. La récompense donnée par le conseiller de Zenovia est de demander à Zenovia de devenir la femme de Oin afin que la relation entre Marden et Natra soit plus proche et inséparable. Peu de temps après, Oin et Ninim étaient en route pour le royaume de Marden. Là, elle a interrogé Zenovia sur la décision de Oin concernant ses projets de mariage. Oin a répondu qu'il voulait toujours être célibataire. Il a expliqué que son objectif était de se rendre au royaume de Marden pour demander si la coopération entre Marden et Natra se poursuivrait ou non. Oin est arrivé et a été chaleureusement accueilli par Zenovia. Il était gêné de voir Zenovia dans des vêtements sexy. Elle a continué à le divertir pour le dîner, où elle a dit qu'ils avaient reçu des protestations du royaume de l'Union pour leurs produits d'exportation. Selon Zenovia, le royaume de l'Union est une entreprise conservatrice et n'aime pas que des produits étrangers entrent dans son royaume. En entendant cela, Oin lui a demandé de ne pas s'inquiéter car le royaume de l'Union venait de déposer une protestation et n'avait pas encore envoyé ses représentants ici. De plus, Oin attendait en fait une invitation de mariage de Zenovia. Cependant, jusqu'à la fin du dîner, elle n'a pas discuté des projets de mariage. Il avait l'air agacé et grommela devant Ninim. Mais il était toujours sûr que Zenovia lui demanderait de se marier demain quand il ferait le tour de la ville. Le lendemain, Oin et Ninim ont rencontré Zenovia. Zenovia était vêtue de la même tenue militaire que lorsqu'elle a rencontré Oin pour la première fois. Apparemment, elle jouait le rôle de Zeno, le chef militaire, et non de Zenovia, le chef du royaume. Peu de temps après, Zenovia a emmené Oin et Ninim dans la ville jusqu'à ce que, dans l'après-midi, elle les emmène à une statue de bronze qui venait d'être terminée. Elle a expliqué que la statue était une forme d'espoir de paix et de prospérité pour les citoyens du royaume de Marden. Ensuite, Oin a légèrement provoqué Zenovia que le royaume de Marden resterait définitivement stable et prospère, peut-être même capable de se libérer du royaume de Natra. Mais il semble qu'elle n'ait pas été provoquée et a déclaré que le royaume de Marden continuera à avancer même s'il continue de faire partie du royaume de Natra. Cela a rendu Oin confiant que le royaume de Marden ne trahirait pas son royaume. Oin, Ninim et Zenovia se sont reposés un moment dans le parc de la ville. Là, Zenovia a demandé pourquoi Oin gardait un peu ses distances avec les gens. Cependant, sa réponse l'a immédiatement informé de sa qualité de chef royal. Cela l'a découragé de planifier un mariage avec lui. Parce que Zenovia estime qu'elle ne mérite pas d'être sa femme, qui est bien au-dessus d'elle. La scène s'est déplacée et a montré Zenovia,
qui a reçu un rapport de son garde du corps selon lequel Sirji, le premier ministre du royaume de Dolunio, était venu dans son royaume. Puis, elle l'a accueilli. Il s'est avéré que son but en venant était de protester contre Natra et le royaume de Marden au sujet de leur politique d'exportation. Par la suite, il a insisté sur le fait qu'il pouvait parler à Oin, qui était à Marden. En entendant cela, Zenobia a semblé ennuyée parce qu'elle se sentait rabaissée par Sirji, mais tout à coup Oin est apparu et a posé des questions sur ses besoins. Enfin, Oin et Sirji ont commencé à discuter. Sirji semblait s'opposer aux produits vendus par Natra. Car, selon lui, ces produits ne relèvent pas des enseignements religieux de Levitia. Cependant, Oin a fait semblant de ne pas le savoir et a répondu à sa plainte avec désinvolture. Sentant que sa plainte n'a pas été entendue, Sirji s'est mis en colère et a décidé de partir. Mais avant de partir, il a dit qu'il n'oublierait pas le traitement que lui ont réservé Oin et Zenobia. Le lendemain, Oin et Ninim sont sur le point de partir pour le royaume de Solgest. Zenobia a dit au revoir et a reçu un message de sa part pour rester attentif à Sirji, parce qu'il était sûr que Sirji ne resterait pas silencieux après l'incident d'hier. Un peu plus tard, Oin et Ninim arrivèrent enfin à Biska, la capitale du royaume de Solgest. Une ville portuaire qui a de belles vues sur la mer. Leur arrivée a été chaleureusement accueillie par Gruyet. Ensuite, il a invité Oin dans la salle pour un banquet. Peu de temps après, le serviteur de Gruyet a soulevé le palanquin de Gruyet, ce qui a surpris Oin. Gruyet a expliqué que les nobles auraient l'air puissants s'ils faisaient des choses que les roturiers ne pouvaient pas. Enfin, il marcha à côté du palanquin de Gruyet tout en étant surpris par l'état d'esprit de Gruyet. Même ainsi, Oin se sentait toujours heureux de voir la situation avec le royaume de Solgest. Car il pensait que si Gruyet l'invitait à venir, ce serait certainement pour discuter de la coopération entre Natra et Solgest. Il a estimé que si Natra coopérait avec Solgest, le royaume de l'Union n'oserait pas jouer avec lui. En arrivant dans le hall, Oin fut surpris par la présence d'une fille dont la couleur de cheveux était la même que celle de Gruyet. Apparemment, elle était la fille de Gruyet nommée Torcholia. Elle voulait rencontrer Oin. Elle a même proposé d'expliquer toute la nourriture qui serait servie. Sachant qu'il semblait amical et répondait à Torcholia, il resta concentré sur son objectif de faire coopérer Gruyet. Malheureusement, Oin n'a pas réussi à rester concentré, parce que la nourriture servie est vraiment délicieuse et le rend accro. La scène montre Oin, qui a l'air plein dans sa chambre. Il a l'air ennuyé de ne pas avoir conclu un accord avec Gruyet. Le lendemain, Oin a tenté de rencontrer Gruyet pour discuter d'un accord de coopération. Cependant, Gruyet semblait l'avoir évité la majeure partie de la journée. Ainsi, la nuit, il a parlé avec Ninim et a estimé que l'attitude de Gruyet était suspecte. Il pensait que Gruyet pourrait essayer de le tuer. Parce qu'il n'y avait pas d'autre raison, Gruyet s'est convoqué au royaume de Solgest autre que de coopérer. Ensuite, Oin a dit à Ninim de se préparer à rentrer chez lui dès que possible. Cependant, Gruyet a plutôt appelé Oin pour parler d'une question importante. Ensuite, il est allé directement à Gruyet, mais il se sentait toujours méfiant. Il avait peur que ce ne soit qu'un piège pour que Gruyet le tue. Mais alors Gruyet a invité Ninim à s'asseoir. Il savait que Ninim était une esclave, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela a surpris Oin et Ninim. Gruyet a ensuite expliqué que les enseignements de Levitia se limitaient au livre et qu'il ne s'en souciait pas vraiment. En entendant les paroles de Gruyet, Oin et Ninim ont finalement relâché leur garde. Il a estimé que Gruyet était un roi différent avec un esprit ouvert. Par la suite, il a finalement exprimé son intention d'établir une relation de coopération avec le royaume de Solgest. Gruyet était d'accord avec la relation de coopération, même s'il a permis à Oin de retourner à Natra. Gruyet a ajouté que les détails concernant leur coopération seraient envoyés plus tard. Oin et Ninim semblaient toujours confus par la bonne attitude de Gruyet, mais ils ont décidé de dire au revoir pour retourner au royaume de Natra. Cependant, après leur départ, il semblait y avoir Sirji qui regardait de l'autre côté. Il s'est avéré que Gruyet et Sirji s'étaient associés au préalable. Gruyet a estimé que Oin ne serait qu'un obstacle à son royaume, il avait donc l'intention de faire tomber Oin et le royaume de Natra. Peu de temps après, Oin retourna dans son palais. Ninim a rapporté que le royaume de Marden se battait contre le royaume de Dolunio à la frontière. Elle a ajouté que la lettre de coopération entre Solgest et Natra n'avait pas été envoyée jusqu'à présent. Finalement, il s'est rendu compte qu'il n'était joué que par Gruyet, parce que son départ vers le royaume de Solgest a permis au royaume de Dolunio de se battre contre le royaume de Marden. Oin avait l'air tellement ennuyé quand il s'en est rendu compte. De plus, le royaume de Dolunio bénéficie du soutien du royaume de Solgest. Ils seront prêts à aider si la bataille contre le royaume de Marden se complique. Après cela, Zenobia est venue voir Oin et s'est excusée pour son erreur. Elle a rapporté qu'elle avait été forcée d'envoyer un émissaire au royaume de Dolunio pour proposer un traité de paix pour mettre fin à la guerre. Au début, Zenobia pensait que Oin serait en colère contre sa décision. Mais apparemment, il soutient en fait sa décision. Il a ajouté qu'il changerait bientôt les choses. Peu de temps après, Oin et Zenobia étaient en route pour le royaume de Dolunio. Il a deviné que le royaume de Dolunio allait délibérément entrer en guerre avec le royaume de Marden, de sorte que le royaume de Solgest entrerait en conflit avec le royaume de Natra. Parce qu'alors, le royaume de Dolunio récupérerait facilement son territoire contesté avec le soutien du royaume de Solgest. Après avoir entendu cela, Zenobia semblait douter que leur discussion prévue avec Sirji fonctionnerait. Mais Oin l'a calmé et a dit qu'il avait quelque chose à persuader Sirji. Pendant ce temps,
D'autre part, Gruyet et les forces militaires du royaume de Solgest étaient en route pour attaquer le royaume de Natra. Ils semblaient désireux d'affronter Ouen et de le tuer. Malheureusement, lorsque Gruyet et son armée ont rencontré les troupes du royaume de Natra, il n'a pas vu la présence de Ouen là-bas. Il pensait que Ouen était peut-être en train de persuader le royaume de Delugno de faire la paix. Mais il était sûr que Sirgi ne serait pas facilement persuadé par Ouen. De manière inattendue, Gruyet, qui avait un corps gras et ressemblait initialement à un roi paresseux, semblait si doué pour jouer de sa lance et a battu les troupes du royaume de Natra. En conséquence, toutes les troupes du royaume de Natra qui lui avaient tendu une embuscade ont été abattues par Gruyet seul. Cependant, il avait l'air d'attendre le plan que Ouen pourrait penser. D'autre part, Ouen et Zénovia étaient arrivés au royaume de Delugno et ont été accueillis par Sirgi. Ils ont continué à discuter avec Zénovia, qui a commencé à parler du traité de paix. Elle a ajouté qu'elle est prête à rendre le territoire contesté de Denulio et Mardenne 2 fois plus. Mais il s'est avéré que Sirgi a rejeté son offre. Car il s'avère que son objectif de faire entrer en guerre Solgest et Natra est de pouvoir devenir membre de l'élite sacrée. Ainsi, pour Sirgi, le royaume de Mardenne n'était qu'une petite excuse pour lisser sa foulée. De plus, Sirgi était un mauvais disciple de Levitia. Donc, s'il peut devenir membre de l'élite sacrée, alors le royaume de Delugno peut devenir un royaume sacré. Même lui avait l'intention de céder le territoire du royaume de Delugno à Levitia. Mais Ouen est intervenu lorsqu'il a vu le plan raté de Zénovia. Il menace Sirgi avec des produits vestimentaires de Natra que les habitants de Delugno achètent. Ouen a déclaré que la teinture pour les vêtements provenait d'un matériau très toxique. Peu de temps après, Ouen a expliqué que le poison dans les vêtements se propagerait petit à petit. Puis plus tard, le poison tuera lentement toute la population. Cela conduira à des rumeurs d'apparition d'un fléau dans le royaume de Delugno. Il a continué à expliquer que le chaos était imminent et que les habitants essaieraient de quitter le royaume de Delugno. Ainsi, lorsque cela s'est produit, Ouen avait prévu d'emmener 800 000 habitants du royaume de Natra fuir vers le royaume de Delugno. Parce qu'il a admis que le royaume de Natra ne pouvait pas combattre le royaume de Solgest et a choisi de fuir. Sirgi n'a pas cru l'explication de Ouen. Il avait des doutes sur la présence de poison dans les vêtements. Soudain, un serviteur vint rapporter les résultats de la guerre à Sirgi. Il a dit que les troupes du royaume de Natra s'étaient retirées de la ligne de front tandis que les troupes du royaume de Solgest continuaient à poursuivre le royaume de Natra. Sirgi était paniqué et pensait que Ouen évacuerait les habitants vers le royaume de Delugno. Au même moment, les natifs du royaume de Delugno sont morts empoisonnés par des vêtements du royaume de Natra. Ouen eut l'air ravi de voir la panique sur le visage de Sirgi. Il a continué à dire qu'il avait l'antidote. En fait, il avait délibérément ordonné aux troupes du royaume de Natra de battre en retraite pour soutenir son mensonge envers Sirgi. Finalement, le Sirgi déprimé a abandonné Ouen et a accepté de coopérer avec lui pour tuer Gruyet. Puis il ordonna à Sirgi d'ordonner aux troupes du royaume de Delugno d'attaquer les troupes du royaume de Solgest par derrière. Il s'est avéré que le royaume de Solgest avait des troupes bien supérieures à celles du royaume de Natra. En fait, ils ont continué à pilonner les troupes du royaume de Natra, qui s'étaient repliées dans leur forteresse. Voyant la situation, Agar, le général de guerre du royaume de Natra, prédit que si cela prend un peu plus de temps, les troupes du royaume de Natra perdront sûrement. Mais Ninim, qui a vu Ouen de loin, a déclaré que cette bataille n'était pas encore terminée. Les troupes du royaume de Delugno s'étaient déplacées et se préparaient à attaquer le royaume de Solgest par derrière. Pendant ce temps, les troupes du royaume de Natra qui défendaient avaient décidé d'attaquer et de repousser la ligne de front des troupes du royaume de Solgest. Gruyet sembla rire de satisfaction quand il connut le plan astucieux de Ouen. Il ne pensait pas que Ouen pourrait persuader Sirgi. Par la suite, le général de l'armée du royaume de Solgest a conseillé à Gruyet de se retirer de la bataille. Mais sa proposition a été clairement rejetée par Gruyet, qui voulait déjà tuer Ouen, et il a choisi d'attaquer les troupes du royaume de Delugno. Cependant, alors qu'il se préparait à percer l'armée du royaume de Delugno, Ouen apparut soudainement du haut de la falaise et le prit par surprise. Malheureusement, Gruyet avait encore la force et pouvait assommer le général Agar et les capitaines des troupes qui tentaient de lui tendre une embuscade. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Ninim est apparu derrière le général Agar, a sauté sur Gruyet et l'a tailladé. À la fin, Gruyet est tombé instantanément entre les mains de Ninim. Voyant Gruyet perdre, les troupes du royaume de Solgest se sont retirées de la bataille. Indique que le vainqueur de la guerre est le royaume de Natra. Peu de temps après, Ouen rencontre Gruyet. Après avoir été vaincu par Ninim, il a été fait prisonnier par le royaume de Natra. Mais Ouen parut surpris de voir le corps de Gruyet devenir émacié. Il s'avère que Gruyet peut maigrir s'il est gravement blessé ou épuisé. Puis sans plus tarder, il a demandé à Ouen quand il serait exécuté. Cependant, Ouen a nié cela. Il n'avait aucune intention d'exécuter Gruyet. Ensuite, Ouen a continué à dire que Gruyet pourrait rentrer chez lui s'il souhaitait signer un accord de coopération entre le royaume de Solgest et le royaume de Natra. Mais il a refusé et a choisi de mourir uniquement pour que le royaume de Natra se batte contre Levitia. Gruyet a fait cela parce qu'il voulait voir le visage frustré de Ouen, qui avait du mal à gérer les troupes de Levitia. Ouen avait l'air ennuyé par la réponse de Gruyet. Mais soudain, il a dit qu'il voulait signer un accord de coopération tant que Ouen exprimait sa passion. Parce qu'il était si curieux de connaître la véritable passion et la véritable attitude de Ouen. Finalement, Ouen a accepté. Ouen a dit quelque chose qui a fait paraître Gruyet surpris avec un visage en sueur. Après cela,
Il a ri avec satisfaction aux paroles de Huin et a finalement accepté de signer un accord de coopération. La scène a ensuite changé pour montrer Huin, qui semblait endormi d'épuisement après avoir fait des affaires royales. Ninim se contenta de lui sourire. Lorsqu'il se réveilla, Ninim rapporta les pertes subies par le royaume de Natra lors de la guerre d'hier. Elle a ajouté que le royaume de Natra était considéré comme mauvais pour avoir combattu un membre de l'élite sacrée de la religion lévétienne, réduisant ainsi le nombre de pèlerins traversant Mardin. Non seulement cela, mais elle a dit que tous les excédents et bénéfices du royaume de Natra avaient été réduits pour couvrir les pertes de la guerre d'hier. Après avoir entendu tout cela, Huin était frustré et a pensé à revendre son royaume, comme indiqué au début de l'histoire. Et enfin, l'anime s'est terminé. De nombreux messages moraux sont présentés dans cet anime, l'un d'eux est toujours fait par Huin, qui est de toujours réfléchir avant d'agir. Il a toujours soigneusement réfléchi à chaque plan et stratégie avant de commencer son action. Et à cause de cela, il a apporté la gloire à son royaume.